Voilà, salut tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépend de où vous êtes sur cette planète. Je suis Ali Azzeddine de 4 générations, 4 éducations et donc j'ai le plaisir de collaborer avec Bianca cet après-midi à Dubaï. Bianca se trouve à Canada ce matin, donc il est 9 heures, n'est-ce pas Bianca? Exactement, 9 heures. Ça me fait plaisir Donc, de rencontrer tout le monde. Bianca, on a 16% en Asie qui nous regardent, on a 3% en Europe, 10% en Afrique, 52% en Amérique du Nord. Donc, c'est la première fois qu'on a beaucoup de monde qui assiste très tôt le matin de l'Amérique et on a 19% au Moyen-Orient. Je vois un peu les pays dans le chat. Il y a le Liban, il y a le Pakistan, il y a l'Égypte et il y a d'autres personnes. On a 52% qui sont des pros, 29% ils sont des coordinateurs et selon nos participants qui sont en train de nous voir, il y a 42% qui disent que la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est savoir communiquer. En deuxième lieu, on a savoir penser et la troisième va être le savoir-faire social. On a aussi des gens qui assistent du Qatar, donc voilà, on est très heureux de vous voir aujourd'hui. Je vais donner la parole maintenant à Bianca et on y va, Bianca, pour à peu près 1 heure autour des approches de l'apprentissage. Je vais aussi jeter un coup d'œil sur Facebook pour les gens qui vont nous suivre live sur Facebook et je vais aussi interagir avec eux. Donc, via le chat ou bien via Facebook, on est là pour parler et discuter des approches de l'apprentissage. Alors, merci Ali. Bonjour à nouveau. Bonjour officiellement à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Bianca Duceppe. On parle d'approche de l'apprentissage ou de compétences du 21e siècle. Évidemment, on parle de la même chose. Approche de l'apprentissage en général, c'est associé évidemment davantage à des écoles qui offrent un des programmes de l'IB. Toutefois, je vais travailler davantage avec cette idée de compétences du 21e siècle parce que je considère que tous les enfants, qu'ils soient dans un programme à vocation particulière ou une école en général, je considère que tous les enfants devraient bénéficier de ces compétences parce que, dans le fond, on les met en œuvre, on les planifie, on les met en œuvre avec les jeunes dans le but de les aider à mieux atteindre la réussite. Une réussite, dans le fond, qu'ils auront fixée en fonction d'objectifs personnels. Et à ce moment-là, nous, on va trouver différentes façons pour justement les soutenir dans ce beau développement-là qu'ils vivront au cours des années. Enseigner les compétences du 21e siècle, ça se fait dès le jeune âge. Donc, à partir de 3 ans jusqu'à la fin, par exemple, de certaines années scolaires, ça peut se rendre jusqu'à 19 ans. Mais souvent, ce que l'on dit aux jeunes, c'est que ces approches-là ou ces compétences-là servent, oui, à augmenter la réussite scolaire, mais vont également servir aux jeunes à se préparer à leur futur. Et j'aime mieux le voir comme ça parce qu'on n'apprend pas seulement que pour produire des résultats scolaires, on apprend parce qu'on est passionné, parce qu'on est curieux, parce qu'on veut résoudre des problèmes de la vie courante. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on va se situer ce matin et on passe une belle heure ensemble. Je suis vraiment très heureuse. Donc, je me présente rapidement. Je suis consultante en éducation. Certaines personnes me connaissent parce que j'ai occupé différents rôles. Je vous dirais également que je suis partenaire dans l'art de l'apprentissage avec Lance King et Éric Lauzon. Et le programme de l'art de l'apprentissage, dans le fond, a été enseigné à plus de 200 000 élèves sur la planète et on vous dirait qu'on a touché à peu près à 35 pays. Donc, ça nous fait plaisir. Et quand on parle de programme de l'art de l'apprentissage, en fait, c'est un programme d'enseignement direct des compétences du 21e siècle. Je suis également en lien avec l'ALATAT. Peut-être que certaines personnes ont entendu parler de cette plateforme. Donc, c'est un portail élève et c'est un portail en ligne qui permet justement aux élèves de développer à travers différents exercices, différents outils, leurs compétences du 21e siècle. J'y reviendrai plus tard. Je vous en glisserai un mot. On l'utilisera également pour aller voir comment on peut enseigner certaines compétences spécifiques à nos jeunes. Auparavant, je travaillais pour l'IB, donc j'étais responsable des relations là, avec les écoles de la francophonie.
je m'occupais essentiellement là, de la formation pour préparer nos visiteurs d'établissement, donc pour préparer nos visiteurs à faire des visites adéquates. J'étais en charge également des processus d'autorisation, d'évaluation pour ces écoles. Je vous dirais toutefois que ça fait 25 ans que je travaille en éducation. J'ai commencé ma carrière évidemment comme enseignante, autant au secteur élémentaire qu'au secteur là, que nous, on appelle au Québec le secteur secondaire, donc des élèves âgés de 12 à 17 ans. Et je me rappelle de moi comme débutante, comme personne qui entrait dans la fonction d'enseignante. Et ce qui me revient, c'est que j'avais énormément de passion pour l'éducation. J'avais de la passion pour enseigner et être en relation avec mes élèves. Puis je réalise qu'après 25 ans, cette passion est toujours là. Elle ne m'a jamais quittée. Puis je pense même qu'elle s'est améliorée, elle a augmenté avec le temps. Et je pense que c'est ça l'idée de l'expérience dans la vie. Donc, je vous parle des différentes orientations que le webinaire va prendre aujourd'hui. Donc, nos questions directrices, essentiellement, il y en a 3. Donc, une première, pourquoi est-ce si important d'intégrer les compétences du 21e siècle dans notre enseignement? Comment ensuite on peut accompagner les élèves pour idéalement les rendre de plus en plus autonomes? Et comment on fait ça? Comment on arrive à planifier cet apprentissage-là avec notre équipe école, avec nos collègues? Alors, la première chose que je voudrais faire, évidemment, c'est de vous inviter à vous rendre sur votre boîte de dialogue, la boîte de chat, comme on l'appelle, et je vous mettrai dans cette situation d'imaginer que vous avez à répondre à un vox pop. Vous vous promenez sur la rue, on vous interpelle et on vous demande de participer à un vox pop. Et la question qu'on vous poserait serait celle que vous voyez à l'écran. Donc, qu'avez-vous appris durant le confinement quant à la façon d'apprendre des jeunes? Donc, évidemment, vous pouvez répondre en tant que parent et enseignant si vous n'avez pas d'enfant, mais simplement qu'en tant qu'enseignant. Alors, allez sur la boîte de chat et je suis bien curieuse d'entendre vos réponses par rapport à ce que vous avez appris au sujet de ce confinement, de cette expérience de pandémie mondiale. Donc, j'ai appris un nouveau mot, Bianca, boîte de dialogue. Nachit Amina est en train de dire qu'elle a appris la patience. Nadine, elle nous dit la tolérance et l'indépendance. Et je vous rappelle, il faut choisir tous les conférenciers et les participants. Comme ça, tout le monde peut lire vos réflexions. Karine nous dit l'adaptation. Lilia, l'importance du lien. Et là, ça devient très rapide. Anne-Laure, les enfants étaient calmes et ont gagné en concentration. Ola, en tant qu'enseignante, j'ai appris à être plus patiente et montrer plus de compassion. Rana, salut Rana. Rana, je pense, elle est au Liban. Elle a parlé de la collaboration. Chantal, elle parle de l'autonomie. Arab, elle nous dit comment communiquer et écouter. Juliette, elle parle le contact avec l'autre, un différent type de contact. De nouveau, l'écoute et beaucoup de points qui sont liés à la communication, l'autonomie et le fait d'être présent pour les autres, la confiance. Et voilà quelques réponses, Bianca. Ben, c'est très intéressant. Les réponses sont variées. Et moi, dans le fond, j'ai fait le même exercice de mon côté. Je l'ai travaillé avec des gens de mon entourage. Et dans le fond, ce que je remarquais, c'est que peut-être que les gens ont appris de façon générale que ça peut être difficile d'être à la fois parent et enseignant. Lorsqu'on est à la fois parent et enseignant, on peut réaliser que ça peut être difficile parce qu'on se demande si on place notre chapeau de parent, notre chapeau d'enseignant. Disons que les approches peuvent être différentes avec chacun de nos enfants. Certaines personnes pourraient dire, par exemple, qu'ils ont remarqué à quel point les enseignants sont des personnes patientes et très dévouées. Donc, je crois que la pandémie peut avoir amené cette vision-là de l'enseignement et surtout cette idée d'un plus grand respect de la profession. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être qu'en tant qu'enseignant, vous l'avez mentionné, là, vous avez appris à vous adapter rapidement à l'enseignement en ligne. Peut-être avez-vous réalisé que la plupart des élèves, la plupart, pas tous, mais étaient quand même relativement peu préparés à gérer leur apprentissage à distance. On a vécu ça de façon importante, je crois, durant la première vague de la pandémie.
on pourrait penser aussi que nos jeunes n'avaient pas nécessairement toujours toutes les compétences nécessaires ou encore avaient-ils peu d'expérience pour y parvenir. Moi, je vous dirais que mon regard face à cette pandémie serait ce que je viens de vous faire apparaître à l'écran, c'est que depuis cette première vague, depuis qu'il y a eu un retour progressif dans certains milieux, à certains endroits dans le monde, on réalise l'importance que l'on doit accorder à l'autorégulation des apprentissages et on voit que depuis ce temps-là, depuis qu'on est revenu en salle de classe à certains endroits, bien, cette importance-là s'est accrue et pour bien des milieux, c'est devenu une grande priorité là, que d'amener nos jeunes à devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus autorégulés face à leur apprentissage. Moi, ce que je vous dirais également, c'est que lorsqu'on veut, oui, développer davantage d'autonomie chez nos jeunes, on a besoin d'ingrédients. Les ingrédients, je vous les ai placés ici à l'écran, on les voit, on doit savoir planifier et enseigner, appliquer et évaluer de façon formative. Quand je parle de planifier et enseigner, évidemment, on parle de regarder le programme dans son ensemble et on se dit ensemble comment on peut le vivre pour que nos jeunes, d'année en année, développent leurs compétences, idéalement pour se rendre vers un certain niveau d'expertise. L'appliquer dans toutes les matières parce que les compétences du 21e siècle ne sont pas liées à des matières, ça c'est certain, mais idéalement devraient être vécues par l'ensemble du corps enseignant. Si pour vous, ça ne représente pas une stratégie gagnante pour plusieurs bonnes raisons, mais vous pourriez choisir de vous tourner vers un groupe d'enseignants qui ont envie de le mettre en œuvre, de partir le bal, comme on le dit chez nous, et d'essayer des stratégies, essayer des façons d'enseigner pour ensuite partager et donner le goût aux autres enseignants de se joindre à eux. Mais on doit du moins avoir un groupe d'enseignants qui vont soutenir cette mise en œuvre-là. Et quand je parle évidemment d'évaluation formative, c'est que je veux qu'on prenne vraiment le soin d'amener nos jeunes à être capables de porter un regard réflexif sur leur façon d'apprendre. Et ça, bien, il faut également l'animer. Et j'aime bien donner une analogie que j'ai présentée déjà dans un webinaire précédent où je fais l'analogie entre le fait de vouloir se bâtir une maison et cette idée de vouloir développer un programme de compétences du 21e siècle qui soit complet et adapté aux besoins des élèves de notre école. Donc, si je m'amuse un peu avec cette analogie-là, dans le fond, imaginez par exemple que vous aimeriez vous faire bâtir la maison de vos rêves. Donc, vous avez cette idée en tête, mais vous devez évidemment passer à l'action et la question est, est-ce que vous allez commencer par acheter de la décoration, des meubles, des éléments comme ça pour justement meubler la maison ou vous allez plutôt faire appel à un architecte qui, lui, dans le fond, va vous dessiner des plans, les plans de votre maison de rêve, justement pour mener à terme ce beau projet-là. Alors, la réponse est très, très évidente. C'est certain qu'on va faire appel à un architecte avant d'acheter des meubles ou de la décoration, parce qu'évidemment, on pourrait se retrouver avec des meubles en trop, des meubles en moins, idem pour la décoration. Et dans le fond, on n'aurait même pas d'idée du nombre de pièces que prendrait la maison une fois construite. Bien, lorsqu'on veut planifier un programme lié aux compétences du 21e siècle, on fait la même chose. On est porté parfois à vouloir aller tout de suite dans le détail, j'appelle ça des plans de travail, des leçons d'enseignement, plutôt que de regarder les choses dans un angle beaucoup plus grand. Donc, dans cette idée de planifier globalement. Et planifier globalement, c'est essentiellement de se dire, bien, quand on regarde notre école à la suite, par exemple, de cette première expérience et cette première vague de pandémie que l'on a eue, comment et quels seraient les besoins des jeunes que l'on pourrait, dans le fond, soutenir pour les aider à devenir de plus en plus autonomes dans différents groupes de compétences, que ce soit la communication, la collaboration, la réflexion, le fait de faire des recherches qui soient efficaces, le fait d'être capable de développer une pensée critique, une pensée créative, ou encore d'être capable de transférer leur connaissance, leur compréhension, leur savoir-faire d'un groupe de matière à un autre. Alors, c'est tout ça. Donc, je vous suggère comme équipe école de regarder l'information dans son ensemble à travers les besoins de vos élèves et ensuite faire des liens avec les plans de travail ou vos leçons pour en planifier un apprentissage beaucoup plus efficace. Donc, je vous parle de réussite, de contrôle de la réussite, je vous parle d'autonomie chez nos jeunes. Et je vous dirais, dans le fond, que les élèves, parfois, ne réalisent même pas qu'ils ont un certain contrôle sur leur apprentissage.
Ce qu'ils savent, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle, par exemple, sur les dates d'examen, sur les enseignants qui feront partie de leur année scolaire, des journées pédagogiques, des journées de congé. Ça, ils le savent, mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Et j'aime dire aux élèves, lorsque je travaille avec eux, vois ce sur quoi tu as du contrôle. Et entre autres, là où on a du contrôle au niveau de la réussite, c'est par rapport au niveau d'effort que l'on veut mettre pour justement améliorer sa compétence. Et en plus de ça, on a du contrôle. Et je le dis aux élèves, tu as du contrôle sur les stratégies que tu utilises pour atteindre tes objectifs. Et dans les stratégies ou les outils que l'on utilise, vous en voyez à l'écran, on peut être en lien avec des stratégies pour aider l'élève à gérer son temps de façon plus efficace, à se concentrer davantage, à prendre des notes de façon justement efficace et de façon plus élaborée, lire pour comprendre, se fixer des buts. Alors, vous voyez, on est souvent dans des compétences un peu plus cognitives, mais on en a aussi des compétences affectives où les élèves doivent absolument prendre le contrôle de leur réussite. C'est dans cette idée, par exemple, de gérer la pression et le stress ou encore d'apprendre à bien réagir devant l'échec. Donc, on en a plusieurs exemples comme ceux-là. Mais moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je vais vous parler dans un premier temps de concentration. Et évidemment, j'irai répondre plus tard là, à votre idée de regarder des compétences de communication. Mais au niveau de cette idée de la concentration, je crois que c'est une compétence qui est vraiment manquante dans plusieurs milieux, là, parce que j'ai quand même travaillé à différents endroits dans le monde. La compétence de concentration doit être enseignée à nos jeunes pour qu'ils puissent justement réaliser les moments où ils perdent leur concentration, leur capacité de concentration pour se remettre en mode d'écoute attentive. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous présenter un peu une expérience que j'ai vécue dans une école montréalaise. Évidemment, ma vie se passe essentiellement du côté du Québec, du Canada depuis la pandémie, mais ça a été très intéressant et dans le fond, j'introduisais avec un groupe d'élèves comment on peut s'exercer, entre autres, à reconnaître et à faire des liens entre le corps et l'esprit. Alors, ce que je vais faire, je vais aller vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble, de courtes vidéos, et ensuite, on ira voir comment on peut enseigner tout ça. Donc, je vais faire en attendant la vidéo, Bianca, je pense que tout le monde a envie de voir ce que tu vas nous montrer parce que c'est du concret. On parle tout le temps des apprentissages et des compétences du 21e siècle, mais on a besoin de voir comment ça se passe. Donc là, Bianca a préparé pour nous deux petites vidéos. Si le son il est un peu bas, c'est pas grave. Bianca va reparler un peu de ce qui s'est passé dans la classe avec les filles. Je vois uniquement des filles, Bianca. Est-ce que c'est une école uniquement pour les filles? C'est une école de filles. Okay. C'est une école de filles du côté de Montréal. D'accord. On voit ton écran, donc on commence. Regardez, si vous descendez, on va travailler un petit peu l'exercice. Dans l'exercice 1, dans le fond, on te dit que quand tu es à l'école, il y a une foule d'informations que tu dois traiter. Ton cerveau et tous tes sens traitent de l'information, mais de façon générale, on n'est pas porté à utiliser toutes ces informations-là de façon très sérieuse ou très précise parce qu'on en a trop. Alors, une des bonnes techniques, puis ça pourrait être fait avec les enseignants de l'école, c'est de prendre un peu de temps à chaque matin et de se poser quelques questions qui vont vraiment vous aider à vous concentrer et à vous sentir vraiment tout en présence dans la salle de classe. Alors, je reviens à ma présentation. Et donc, dans cette vidéo, on parlait de la quantité d'informations et comment traiter cette information, n'est-ce pas, Bianca? Exactement. Donc, dans le fond, ce que l'on a fait, c'est qu'on a introduit cette idée de prendre des moments et de voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et là, ce que j'aimerais faire avec vous à ce moment-là, c'est d'aller voir le type de questions que j'ai posées à mes élèves. Parce que là, je leur disais, vous traitez énormément d'informations et vous n'êtes même pas capable de faire le tri dans tout ça parce que ça arrive de tout bord, tout côté, parce que les sens captent énormément d'informations et il faut justement prendre le temps de s'arrêter et de se dire, je suis ici maintenant. Je vais vous amener sur une plateforme, la plateforme Lalatat.
Donc, c'est un acronyme en anglais pour, vous le voyez à l'écran, Learning about Learning and Thinking about Thinking. On n'a pas de version en français, mais apprendre à apprendre et apprendre à penser. Donc, on veut développer la culture de la pensée dans nos salles de classe. Et lorsqu'on travaille avec cette idée de la concentration, on va aller voir comment ça peut se passer de ce côté-là. J'ai partagé dans la boîte de dialogue le lien aussi de la LATAT pour les participants. Ils peuvent explorer ça après le webinaire et voir aussi en détail ce qu'on va venir de partager maintenant. Donc, vous voyez à l'écran la LATAT. Donc, je vous présente juste visuellement ce à quoi ça ressemble. Évidemment, on peut travailler avec plusieurs langues, là, mais pour le moment, je l'ai placé en français pour les besoins de la rencontre d'aujourd'hui. Et il s'agit donc, je le mentionnais, d'une plateforme où on a, en français du moins, à peu près 200, 210 exercices pour des élèves là, âgés, évidemment. On est ici là, pour le moment de 12 à 19 ans. Donc, une fois qu'on entre, je vais vous montrer, moi je vais entrer tout de suite, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez, c'est écrit portail PEI de l'IB. Le portail que nous avons en ce moment est en lien avec des écoles qui offrent le programme de l'IB, mais on aura sous peu l'équivalent pour les compétences du 21e siècle. Donc, de ce côté-là, ça a peu d'importance. Pour vous guider, voici dans le fond nos différentes catégories de compétences. Ça peut être la communication, on a cette idée de catégorie de dimension sociale, l'autogestion, la recherche et la pensée. Et là, moi, lorsque je travaillais évidemment la concentration avec mes élèves, eh bien, j'étais du côté d'une compétence affective. Quand je mentionnais aux élèves que je voulais leur enseigner un peu comment entraîner leur esprit à l'attention et à la concentration pour éviter les distractions, bien, je travaillais un exercice que l'on retrouve ici. Évidemment, mes élèves avaient cette plateforme parce qu'ils utilisent la plateforme dans leur école. Alors, ils ont pu voir ce que vous voyez en ce moment à l'écran. C'était la suite là, de ma courte vidéo. Et pour vous guider essentiellement, je pense qu'il y a des éléments ici qui sont importants que je vous mentionne. Vous voyez l'encadré où c'est indiqué maîtrise. Dans le fond, on crée un langage commun à l'élève et on lui dit, vous saurez que vous êtes au niveau expert dans l'utilisation de cette compétence lorsque vous parviendrez à être attentif à vos propres pensées et émotions et que vous utiliserez tout cela là, donc pour vous aider à vous concentrer lorsque vous en aurez besoin. Donc, on dit à l'élève, si un jour tu te rends vers cette idée de maîtrise de la compétence, cette maîtrise de la concentration et de la pleine conscience, ben, ton profil pourrait ressembler à celui-là. Très intéressant parce que l'élève est capable de voir jusqu'où il peut aller dans le développement de sa compétence à se concentrer. Et là, vous voyez ce que je vous ai montré en courte vidéo, c'était ma petite introduction à l'exercice que l'on vient de voir. Et ce que j'ai fait aussi après avec les élèves, je leur ai demandé de prendre un moment pour faire une pause. Et là, je leur disais, asseyez-vous pour être confortable, organisez-vous pour être calme et prenez simplement conscience de l'ensemble de vos sens et aussi des émotions qui vous habitent. Alors, vous voyez, j'ai placé à l'écran le type de réponse que les élèves m'ont donné lorsque je leur disais, par exemple, « Qu'est-ce que tu peux voir? » Alors, l'élève était assis ou elle était assise à sa place et elle regardait autour d'elle. Par exemple, ben, je vois que Mme Duceppe est face à moi. Je vois l'écran devant moi avec la LATAT. Je vois, entre autres, que la lumière du soleil entre par les fenêtres de la classe. Et là, les élèves pourraient choisir, par exemple, d'ajouter d'autres informations. Vous voyez, j'ajoute du texte. Donc, ce sont des boîtes de texte où l'élève entre directement l'information. Par la suite, je demandais à l'élève, qu'est-ce que tu peux entendre? Qu'est-ce que tu peux sentir? Et là, c'était tellement sympathique parce qu'on est vraiment en situation de pandémie. Nous, de notre côté à Montréal, les jeunes doivent porter le masque constamment en salle de classe, à l'extérieur, sur le campus de l'école. Alors, il y a une élève qui a dit, ben moi, je sens l'odeur de mon masque et ça sent la lessive, ça sent le savon à lessive. Donc, le but était de faire prendre conscience aux élèves des différents sens qui les habitent lorsque ces jeunes-là entrent en salle de classe. Donc, ici, vous voyez ce que je peux sentir ou ressentir et ce que je remarque à propos de mes émotions. Bien, je vais vous amener vers une autre vidéo. Vous allez voir un peu ce que les élèves m'ont mentionné.
par rapport à leur expérience avec les sens. Et c'est sympathique parce que dans le fond, on va réaliser qu'il y a certains obstacles qui se vivent lorsque on ne prend pas conscience de notre concentration. Donc, je vous amène sur les vidéos. En attendant la deuxième vidéo, Bianca, il y a des gens qui ont demandé sur le programme primaire et j'ai dit que ça va venir, n'est-ce pas? Oui, pour le programme primaire, moi, je suis l'auteur de ce portail-là. Ça sera prévu pour le septembre 2021. Okay. Je sais que les enseignants ont bien hâte. Oui, et puis, on a eu aussi une question, est-ce qu'on peut explorer l'ALATA d'une façon gratuitement? Et je sais qu'il y a un moment qui est gratuit et puis l'école doit payer, n'est-ce pas, Bianca? Exactement. Sur le site, quand vous allez à lalatat.com, en haut à gauche, vous allez voir un onglet où on parle d'une démo gratuite, faire l'essai d'une démo gratuite. Donc, vous remplissez les champs, vous cliquez là-dessus, vous remplissez les champs et là, vous aurez accès à la démo pendant 1 mois. Alors, vous aurez le temps de naviguer. Voilà. Donc, voici un peu… On commence la deuxième vidéo. Voilà. Tu as réalisé que j'avais très, très faim. Moi aussi, j'ai réalisé que j'avais très, très faim. J'entends mon ventre faire des bruits. Sais-tu que si tu as faim, ça se peut que tu aies de la difficulté à te concentrer justement parce que tu ne penses qu'à la collation que tu pourrais manger bientôt. Alors, c'est un effet qui peut des fois te déranger dans ta concentration. Alors, tu pourrais dire, OK, demain ou cet après-midi, je vais m'assurer d'avoir bien mangé ou en tout cas d'avoir ce qu'il me faut pour essayer d'être capable de faire mon heure. Tu vois, donc, tu es en train de changer les éléments qui t'éloignent de ta concentration. Hey, c'est donc bien chouette. J'ai remarqué que mon masque tire sur mes oreilles et que ça me fait un peu mal. Quand ça nous fait mal, est-ce qu'on est à l'écoute à 100%? Non. Alors, c'est dérangeant pour toi. Donc, ça, tu vois, ça vient brimer un peu ta concentration. Bien, ce que je comprends aussi, c'est que tous ces petits dérangements-là devaient vous déranger, mais c'était inconscient. Voilà. Mais là, maintenant, c'est ça, c'est pour ça que, dans le fond, c'est d'essayer d'éliminer tout ça pour savoir pourquoi vous n'êtes pas concentré, pour le changer. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on n'est pas concentré, mais on est dérangé par quelque chose. Oui, on peut être dérangé par quelque chose. Donc, si notre masque nous dérange, on se dit, ben, demain ou tantôt, je vais l'organiser, ou peut-être même maintenant pour que ce soit plus facile pour moi. Donc, vous voyez, on parle à des élèves et on essaie, dans le fond, de faire ressortir cette idée de cette prise de conscience de là où ils sont, où elles se situent par rapport à leurs sensations au niveau de la classe. Et les sensations sont très grandes. Ce que j'aime, Bianca, c'est que les vidéos sont récentes. C'est durant cette époque de Covid que vous avez filmé ça, n'est-ce pas? J'ai filmé ces vidéos-là la semaine dernière. Alors, ça ne peut pas être plus récent que ça. Dans le fond, on a fait ça très, très récemment. Je remercie le PSNM, le pensionnat du Saint-Nom de Marie de Montréal, de m'avoir permis de rencontrer les élèves et de leur expliquer comment fonctionne cette plateforme. En fait, l'idée, c'est que aussi, on a fait ça d'une façon explicite. Et on a passé un moment à parler des compétences. Et ça, c'est essentiel, Bianca, n'est-ce pas? Même si on les utilise d'une façon quotidienne, il faut rendre ça plus clair et explicite dans nos séances et dans nos classes. Oui, puis on va regarder là, dans les prochaines minutes comment on pourrait aussi penser à cette option-là dans notre planification de l'enseignement des compétences du 21e siècle parce que c'est essentiel. Si on essaie d'aller chercher des activités à gauche et à droite, puis on essaie d'enseigner ça parce que ça a un lien avec un sujet que l'on traite, on sait qu'à moyen et à long terme, on va réaliser que nos élèves n'ont pas fait tant de progrès que ça. Donc, cette idée de la planification globale, cette idée de l'architecte qui planifie les choses avant de se lancer, c'est vraiment important là, d'en prendre conscience lorsqu'on veut vraiment se tourner vers ce modèle d'enseignement de façon graduelle. D'accord. Je vois que les participants, ils ont commencé à répondre à notre question sur la diapo. Donc, tu partages la question et puis je vais commencer à partager les réponses.
Excellent. Dans le fond, ce que je vous demande à travers votre expérience, et on sait que dans chacun des milieux scolaires, évidemment, les expériences sont différentes, les cultures sont différentes et il faut respecter ça. Mais cette idée d'essayer d'amener les jeunes à faire des liens entre le corps et l'esprit, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, de votre côté, comment auriez-vous envie d'enseigner cela à vos élèves? Comment, dans le fond, vous pourriez aider vos jeunes à ce qu'ils deviennent de plus en plus attentifs à leurs pensées et à leurs émotions? Évidemment, ça, c'est en fonction du groupe d'âge avec lequel on intervient. Donc, je serais bien heureuse, Ali, d'entendre quelques éléments de réponse de la part des participants. Voilà, moi je vais dire salut à Boudour et à Amal qui nous regardent sur Facebook et je commence à prendre la réponse de Sabah et Sabah a partagé l'idée du scanner corporel. Je pense que ça va travailler au programme primaire avec des petits-enfants et donc scanner son corps pour voir les émotions et les pensées, c'est une stratégie intéressante. En attendant les autres idées, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves afin qu'ils deviennent attentifs à leurs pensées et émotions? On attend vos réflexions dans la boîte de dialogue ou bien sur Facebook. Aussi en direct. Parce que, Ali, tu vois, lorsque j'ai fait l'expérience avec les élèves la semaine dernière, l'enseignante était dans la classe et elle disait, mon Dieu, c'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué, mais à quel moment je devrais le faire? Et à un moment donné, si on voulait que nos jeunes deviennent des experts de cette compétence-là, ça nous dit que peu importe le moment, ils trouveraient du moins le moment important ou le moment essentiel pour faire ce scanner-là de leur propre chef. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'étais enseignante, je pourrais donner un exemple, probablement que lorsque j'arriverais le matin, juste avant le début de la journée, je ferais ce scan-là de mes états d'âme et je me demanderais comment ça va. Et si je réalisais ou je n'ai qu'à réaliser qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient potentiellement me déconcentrer, bien, je me mettrais en mode solution tout de suite pour essayer de les changer et de voir comment je pourrais le faire. Farida a mentionné les séances de méditation, Christine a mentionné l'environnement calme et ordonné, on a de Carmen une relaxation guidée, Suzanne a dit les inviter à partager ce qu'ils ressentent, l'écoute active, de nouveau méditation, s'organiser l'esprit en ayant son agenda et puis des discussions libres et je continue avec prendre conscience de tous les bruits qui nous entourent et pratiquer des exercices quotidiens variés de pleine conscience, surtout après un travail qui est dur. Mais tu vois, Ali, cette idée, dans le fond, de la concentration, là, on a trouvé d'autres façons de le faire. Mais ma question était même plus précise, c'est cette idée de scanner de mes sens, comment je peux le faire? Parce que cette même activité-là, ce même exercice-là, on peut le faire de différentes façons à différents moments de la journée et même sur plusieurs niveaux. Mais si on le fait sur plusieurs niveaux, il faut qu'il y ait un peu de complexité qui se développe. Et c'est pour ça que là, on pourrait choisir de le faire le matin ou nous, on l'anime. On peut même demander à un élève de venir l'animer à l'avant. On peut même demander à certains élèves de dire aujourd'hui, on va faire un choix sur une sensation ou sur un sens qui serait peut-être plus pertinent d'analyser. On peut décortiquer la tâche tout en restant sur ce lien entre le corps et l'esprit. Tu vois, donc, on a un petit message de nos amis en Tunisie. Donc, je vois École de Tunis, mais je ne sais pas si c'est Myriam avec nous. Des exercices physiques. Isabelle a proposé une liste comparative, ce qui m'aide et ce qui ne m'aide pas. On a l'idée juste simplement de fermer les yeux et d'avoir une minute de silence. Et sur Facebook, je vais prendre l'idée de Boudour. Boudour est en train de nous voir du Ghana, en Afrique. On doit faire partager avec eux leurs pensées et les discuter librement. Ah, j'adore les idées, je trouve ça tellement intéressant. Et ce que je dirais aux participants, bien, cette compétence-là, elle est simple à mettre en œuvre. Vous la faites peut-être déjà dans votre école. Alors, donnez-lui un sens plus tourné vers le développement de la compétence en expliquant aux jeunes pourquoi ils vont faire ça. Et vous allez voir qu'ils vont progresser, ils vont devenir de plus en plus concentrés dans votre salle de classe.
D'accord. Ce qui m'amène à un autre chat, à une autre boîte de dialogue que je trouve intéressante. C'est bien beau de dire qu'on va enseigner ça à nos élèves, que nos élèves vont progresser. Mais moi, là, je me mets dans la peau d'un enseignant et je me demande, mais quel est mon niveau de développement professionnel pour enseigner ce type de compétences-là? Alors, je vous présente à l'écran 4 niveaux de développement. Ce sont les 4 niveaux que l'on propose également à nos élèves. Donc, lorsqu'on enseigne, moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous êtes davantage débutant dans l'enseignement d'une compétence du 21e siècle? C'est-à-dire que si je suis une enseignante débutante, je réalise qu'un collègue en enseigne et je suis capable de reconnaître son enseignement. Si je suis apprenante, je suis en plus en mode où j'imite quelqu'un, ben, je vais demander à mon collègue, est-ce que tu me prêterais ton activité gentiment parce que j'aurais envie de l'essayer dans ma salle de classe. Donc, je vais chercher de l'information qui existe et je l'applique avec mes élèves en ayant peut-être un certain niveau de stress parfois, mais il faut se lancer. Il faut faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et modifier les choses. Si je considère que je suis un praticien, une praticienne, bien c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que j'utilise encore des activités de mes collègues parce qu'il faut partager l'info, mais je suis capable d'en bâtir de mon côté et je les enseigne ces compétences-là à l'occasion. Tandis que lorsque je suis expert, à ce moment-là, je l'enseigne de façon très, très spontanée. Ça se fait de façon autonome. J'ai presque pas besoin de penser à ça lorsque je l'enseigne. Alors, je m'adresse aux participants dans la boîte de dialogue. Pourriez-vous nous dire où vous Bianca, vous situez? Bianca, tu as envie, je peux faire ça en tant que Paul. Et donc, oui. je vais lancer le Paul. Et donc, mon niveau, 1, c'est débutant. 2, c'est le apprenant. Et puis, on a 3 et 4. Et voilà, on est en train de voir les participants. Et ils vont décider est-ce qu'ils sont des débutants, des apprenants, des praticiens ou bien des experts. Je vous donne encore quelques secondes et puis je partage avec Bianca ce qu'on a aujourd'hui et qui est notre public. Sophie a écrit dans le chat déjà débutante, mais je vais encore donner quelques secondes et dans ce cas-là, on aura une idée de nos participants aujourd'hui et de leur niveau. Donc, je vais fermer le polling ici. Je donne encore quelques secondes et on va le partager. Pendant ce temps-là, Ali, moi, j'expliquerais quand même aux gens que la recherche d'expertise n'est pas ultime. C'est-à-dire que le but, c'est d'amener les élèves à se développer parce que, par exemple, de vouloir se concentrer, ça peut être un projet de vie pour bien des gens. Surtout lorsqu'on touche à des compétences affectives. On ne dira pas, par exemple, qu'on doit absolument devenir expert. Est-ce qu'on peut devenir nécessairement des experts de l'empathie? C'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ce que ça se développe, évidemment. Ah, ben là, on a voilà, Bianca. Donc, on a 21% des débutants, ce qui est très bien. 36%, ils sont des apprenants. Et la majorité, 39%, ils sont dans la troisième catégorie. Et puis, on a 4%. Ils se considèrent comme des experts et je pense qu'ils sont comme nous des formateurs IB ou bien ils sont des consultants et qui assistent aussi pour échanger avec nous et pour voir avec nous. Bianca, je vais te demander de fermer le poll sur ton écran. Tout à fait. Et voilà. OK. Et voilà. Donc, c'est très intéressant et puis ça, c'est important. Donc, si, par exemple, je considère que je suis apprenante pour différentes raisons, ben mon but, c'est de passer à la prochaine étape qui est de devenir une praticienne. On a tendance à vouloir tout de suite devenir des experts sans justement diviser cette progression-là par étapes. Même chose avec nos élèves. Parfois, on leur enseigne une compétence une seule fois et on s'attend qu'il y ait un niveau d'expertise dès la semaine suivante. Alors, je pense qu'on fait fausse route lorsque l'on fait ça. Et là où j'aimerais vous amener ici, c'est quand on parle justement d'amener nos jeunes vers un niveau de maîtrise, si on se rend jusque-là, bien, il y a des étapes. Et moi, je travaille avec Lance King, j'en parlais en début de présentation, au niveau de l'art de l'apprentissage. Et en passant, Lance est la personne qui a conçu les approches de l'apprentissage pour les programmes de l'IB. Alors, je travaille avec l'inventeur de ce beau cadre de référence. Et entre autres, ce que
Lance dit et ce que l'on dit, nous, dans l'art de l'apprentissage, c'est qu'on doit, dans un premier temps, introduire la compétence. Et lorsqu'on introduit, c'est que l'on fait connaître la compétence. C'est ce que je faisais lorsque je vous ai montré cette idée de la concentration. Par la suite, on amène nos jeunes à pratiquer. Parfois, on introduit et on entre tout de suite dans la pratique. C'est ce qui s'est passé de mon côté avec les élèves. Donc, on dit aux élèves, bien, c'est un peu comme une performance quelconque, sportive ou autre, où tu dois, dans le fond, t'améliorer. Un peu comme si on voulait montrer à des jeunes comment faire du vélo. Vous savez, avec les petits-enfants, on met des petites roues derrière le vélo, des roues d'appoint pour permettre à notre enfant de garder son équilibre. On lève une roue, une deuxième roue, et là, à un moment donné, on le laisse aller, notre enfant, puis il est capable de faire son vélo sur 2 roues par lui-même. Même approche avec les compétences, parce que le but n'est pas de les évaluer de façon sommative, c'est vraiment très formatif, cette approche-là, et ça, c'est important de se le dire. Ce n'est pas une matière avec des contenus que l'on évalue. Donc, on n'enseigne pas les approches de l'apprentissage pour évaluer les jeunes de ce côté-là. Regardez notre niveau de maîtrise. Nos jeunes sont capables de l'utiliser de manière autonome. Donc, un jeune, dans le contexte de la pandémie, lorsqu'il fait un apprentissage à distance, parce que la plateforme est utilisée évidemment en classe, mais idéalement à distance, l'élève est capable chez lui de se dire « Ah, je suis en train de perdre mon niveau de concentration lorsque j'écoute la vidéo de mon enseignante, alors je vais me faire un petit scan intérieur pour être plus orienté sur l'information que je suis en train d'écouter par exemple, sur une vidéo YouTube. » Donc, vous voyez, ces étapes-là doivent être faites. On appelle ça le I, le P et le M. Introduire, pratiquer, maîtriser. Ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est d'aller vous montrer une autre expérience que j'ai vécue à l'école la semaine dernière. Nos élèves avaient besoin, dans le fond, de travailler cette compétence de collaboration où on voulait amener les jeunes à écouter attentivement les points de vue et les idées des autres élèves de la classe. Donc, c'est un petit peu en lien avec la concentration, vous allez voir, mais c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé, tout ça. Mais ce que je vais faire avant de vous montrer la vidéo, je vais aller vous présenter la tâche que j'ai donnée aux élèves. On va aller chercher ça. Donc, je vais retourner évidemment sur mon Lalatat. À ce moment-là, je reviens en arrière. Et là, vous voyez ici, je vais aller chercher la compétence. Attendez que je la trouve. Donc, elle est ici. Bianca, il nous reste à peu près 15 minutes, donc juste pour gérer le temps et pour aussi rappeler les participants qu'ils peuvent nous envoyer des questions dans la catégorie Q&A et on va consacrer les 10 dernières minutes pour cette interaction avec vous. Parfait. Donc, vous voyez, on est dans la compétence ici, écoutez attentivement. Vous avez toujours le niveau de maîtrise qui est là et dans le fond, je disais aux élèves, vous saurez que vous êtes au niveau expert dans l'utilisation de cette compétence lorsque vous pourrez bien vous concentrer, lorsque vous écouterez quelqu'un ou obtiendrez les informations dont vous aurez besoin. J'avais présenté ça aux jeunes. Et là, ce qu'on a fait avec les élèves, c'est qu'on leur a demandé de faire une activité fort sympathique qui s'appelle « Écouter pour deviner des formes ». Donc, elle peut être faite évidemment en présence ou à distance, mais on demandait aux élèves, si par exemple les élèves utilisaient des feuilles de papier et un crayon, elles se plaçaient dos à dos. Chacune des élèves dessinait une forme. Et là, ensuite de ça, on disait à l'élève A de décrire sa forme à l'élève B afin qu'il tente de la dessiner et vice-versa. Donc, chacun faisait l'exercice en écoutant les consignes de l'autre personne. C'était vraiment très intéressant. Et une fois que les deux personnes ont fait leur dessin, on compare ce qui s'est passé. Donc, vous allez voir aussi qu'on demandait aux élèves qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui t'a aidé à faire le dessin. Et c'est ce que je vais vous montrer à l'écran. En attendant d'avoir la vidéo, Bianca, j'ai une autre version de ça. On a 3 élèves, donc élève A, il voit une forme, il va la décrire à l'élève B, et l'élève B, il va partir dire à l'élève C qu'est-ce qu'il a entendu. Et puis à la fin du jeu, on va voir si on a réussi à avoir le même dessin que la forme originale. Et donc, il y a plusieurs variantes à cet exercice. Donc, on va regarder la vidéo. On regarde et c'est un exercice, on en reparle par la suite qu'on peut en effet faire de différentes façons.
Oui. Ça se ressemble beaucoup. Et Océane, qu'est-ce que tu as donné comme information? c'est toi. Qu'est-ce que tu as dit comme Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle soit capable de reproduire comme ça? J'ai vu que c'est un animal dans la couleur des roses. Ça queue, un petit bouchon puis un gros nez. C'est un cochon. Mais est-ce que tu considères qu'elle aurait pu le dessiner carrément autrement parce que ça ressemble vraiment beaucoup? Ouais. Est-ce que tu aurais pu donner plus d'informations pour t'assurer que son dessin soit presque identique au tien? C'est un animal rose. Il a une queue en tire-bouchon. Il est gros. Il a des petites oreilles. Son visage est très, très rond. Dans son museau, il y a deux naseaux. Et là, tu vois comment Océane peut, dans le fond, essayer de dessiner avec tes infos. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'élève, quand je lui dis comment te procéder et tout, il y a un temps d'arrêt. Là, elle se demande un peu si elle a fait les choses. Et évidemment, c'est de la soutenir dans ça, tout simplement pour voir comment elle pourrait améliorer les données qu'elle mentionne à l'autre élève pour que l'autre élève soit capable de bien dessiner. Donc, cette idée de l'écoute attentive a une importance très, très importante, justement, lorsqu'on veut arriver à nos fins. Donc, c'est une façon très, très simple de travailler la compétence avec les élèves. Donc, je voulais évidemment vous parler de ça. Ce que je ferais, par exemple, en terminant avec vous, ce serait de regarder comment vous pouvez aider vos élèves à mieux réussir. Il y a quand même des éléments qui sont importants et qui doivent être discutés en équipe école pour voir comment vous pourriez arriver à bâtir quelque chose qui vous donnerait des ailes, qui vous rendrait satisfait de vous, qui vous permettrait de voir, dans le fond, qu'il y a des réussites qui se développent de votre côté. Donc, un premier élément, c'est de dresser une liste de vos compétences essentielles. J'appelle ça mes compétences essentielles, c'est-à-dire quelles sont les compétences dont nos élèves ont le plus besoin en ce moment, soit à l'école ou soit à distance. Par rapport à différents modèles qui existent, lesquels devrions-nous regarder? Donc, une fois qu'on a fait ce choix-là, parce que les possibilités sont nombreuses, si on pouvait en trouver 5 à 10, déjà là, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, par exemple, on doit se dire qui va enseigner ces compétences-là et à quel niveau. Quand je parle de compétences, évidemment, pour l'enseignement, on va vers l'exercice ou l'activité d'apprentissage qui nous permet d'y parvenir. À quel moment on va faire ça? Donc, il faut absolument penser à ça et quels seront les contextes d'apprentissage qui vont nous permettre d'arriver à nos fins. Est-ce qu'on le fait dans un contexte de leçon? Est-ce qu'on le fait dans un enseignement beaucoup plus explicite? Donc, il faut penser à ça. Et justement, si on fait le choix d'enseigner explicitement ou implicitement, on se pose la question comment on va le faire? Est-ce qu'on a tous les outils, le matériel, etc. Donc, ça, c'est un premier élément. Ensuite, on doit s'assurer et on doit se poser la question comment on va arriver à s'assurer que nos élèves vont recevoir toutes les compétences du 21e siècle qu'elles ont ou qu'ils ont besoin. Donc, nos élèves ont besoin d'avoir des compétences de base pour travailler en présence et à distance et pour bien se préparer au futur qui les attendent. Alors, à ce moment-là, il faut voir comment on s'y prend. Et ce serait intéressant de choisir à qui appartient cette responsabilité-là de garantir la mise en œuvre efficace de toutes les compétences du 21e siècle. Donc, parfois, dans des milieux où on a un coordonnateur, on va dire c'est notre coordonnateur qui va faire ça. Mais imaginez le poids du travail que ce coordo pourrait avoir s'il était seul à assumer un peu ou à garantir la réussite de ce virage, parce que c'est un virage où on fait un passage de peut-être un enseignement presque pur de connaissances vers un enseignement où il y aura davantage de compétences et où on amènera nos jeunes à devenir de plus en plus autonomes dans ça. Donc, j'aimerais faire un dernier chat avec vous. On a le temps, je crois, très, très bien, Ali. Pour vous, de votre côté, quand vous pensez à votre milieu scolaire, j'aimerais que vous me mentionniez un élément que votre école devrait soit prioriser, améliorer, reconsidérer, discuter ou essayer. Donc, je vous invite à aller placer votre information, votre réponse sur la boîte de dialogue, parce qu'en quelque part, c'est bien d'assister et de réfléchir aux compétences, mais ce que je veux surtout, c'est que dans votre milieu,
vous retourniez et que vous vous dites ensemble, voici ce que j'aimerais qu'il se passe de notre côté pour aider réellement nos élèves à faire des pas. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre établissement, avec vos profs, avec vos collègues? On attend vos réponses dans le chat et en attendant les réponses, Bianca, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dans les autres diaporamas qui vont venir parce que c'est fini, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon écran et comme on a aujourd'hui un nombre important de participants francophones, je vais vous rappeler que 4 générations, 4 éducations ou bien le Centre européen de formation offre des formations en français, en anglais et en arabe. Et j'ai envie de partager aussi le site. Mais comme vous le voyez là, Bianca, elle partage de nouveau avec nous le site Lalatat et puis son mail. Et voilà, vous pouvez rester en contact avec elle. Bianca, tu veux dire quelque chose? Ben moi, dans le fond, tout ce que je veux, c'est de dire aux gens de ne pas avoir peur de se lancer parce que les choses vont tellement vite de nos jours que si on attend d'atteindre la perfection d'une planification ou d'une séquence d'enseignement, souvent, lorsqu'on arrive pour la donner, ben, il est déjà trop tard. Alors, lancez-vous, faites des essais, acceptez de vivre certaines erreurs, mais apprenez de vos erreurs et relancez-vous rapidement dans cet enseignement. Et c'est vraiment la meilleure façon pour s'améliorer. Vous allez réaliser à quel point vos élèves vont être engagés dans leur apprentissage et vont devenir des collaborateurs avec vous pour que cette classe et que cette école-là continue de se développer sur le plan du développement des compétences du 21e siècle. Donc, on passe à l'action, Ali. J'aime, on est en train de clôturer la séance comme on a clôturé le lundi avec cette idée, l'apprentissage à travers l'erreur et puis faire la faute et apprendre de la faute qu'on est en train de faire, failing well, as Lance King says. Yeah? Donc, j'ai envie de partager mon écran Bianca pour montrer à nos participants francophones aujourd'hui qu'est-ce qu'on a le mois prochain. Donc là, on va arrêter ça et je vais partager mon écran. Donc, c'est notre site. Donc, ce week-end, si vous êtes anglophone et vous avez envie de travailler avec nous, l'agencivité et la recherche, on a Tania qui anime une formation, c'est une formation payante et ça sera un petit groupe d'une façon très interactive. On a eu, comme j'ai expliqué, Malcolm et Helen le lundi, ils ont parlé des apprentissages du 21e siècle en anglais. Aujourd'hui, on a parlé avec Bianca en français. Ce vendredi, on fait la même chose, mais en arabe, s'il y a quelqu'un qui comprend l'arabe. Donc, je vous invite de nous joindre vendredi. Le mois prochain, qu'est-ce qu'on a le mois prochain? On a aussi à la découverte de Google Suite en français. Donc, ça sera un webinaire d'1 heure pour nous expliquer un peu les astuces de Google et comment créer des Google Forms et comment utiliser Google Classroom. On aura une séance en anglais sur les sciences et comment enseigner les sciences en ligne. Et puis, on parlera de Reggio Emilio en arabe. On va annoncer bientôt une journée mathématique. Donc, je vous donne la date dès maintenant. Vous pouvez réserver ça sur votre calendrier. Le samedi 28 novembre, 6 webinaires autour des maths et de l'enseignement des maths. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur notre formation payante. On a beaucoup de choses en français dans les formations payantes. Donc, vous pouvez voir ici et regarder. On fait aussi quelque chose de très spécial pour aider les étudiants libanais, surtout après la catastrophe du 4 août. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Liban. On a 3 ateliers ici en français. C'est 20 € l'atelier et l'argent va partir à des étudiants au Liban qui ont quelques problèmes. Donc, tout ça, Zohou, sont sur le site. Je vais envoyer de nouveau le lien du site. J'ai une question pour Bianca. Où peut-on trouver le contenu de cette session? Ce n'est pas pour Bianca, c'est moi. Je vais vous envoyer notre YouTube channel et le lien de notre YouTube channel.
où vous pouvez trouver d'autres séances en français sur le coaching scolaire, sur l'avenir de l'école, et vous pouvez aussi trouver des séances en anglais ou bien en arabe, ça dépend de votre langue que vous utilisez. Voilà, on est très heureux d'avoir tout ce monde aujourd'hui, Bianca. Je vais te remercier de nouveau. On n'a pas de questions, donc je pense que les gens, ils ont aimé. C'était super intéressant, Zuhour est en train de dire. Léa, merci beaucoup. Bravo, Bianca, excellente présentation. Et voilà, donc des petits messages de remerciement dans le chat. Demain, après 24 heures, vous allez avoir un lien d'évaluation. N'hésitez pas à le compléter, nous donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore en français avec nous et de regarder la vidéo sur la chaîne YouTube et de rester en contact. Voilà. Certainement. Mais ça me fait plaisir et puis j'invite les gens à se lancer tout simplement puis à faire des pas. Voilà, c'est notre page Facebook. Un dernier message, si on est très actif sur notre page Facebook, vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook ou bien Instagram, Twitter, 4 générations, 4 éducations. Je remercie tout le monde. On avait à peu près 60 personnes, Bianca. Je trouve que c'était excellent pour notre public francophone. À très bientôt et bon après-midi, bonne journée, bonsoir. Tout dépend de où vous êtes sur la planète Terre. Merci à tous.